Le marché du travail est continuellement en évolution, en changement. Il y a de nouvelles manières de faire, il y a de nouvelles pratiques et tout ceci fait qu'un employeur aura du mal à recruter et à maintenir un staff ou un employé dont les compétences sont statiques ou stagnent ou carrément sont en déclin. La première chose à clarifier, c'est quoi la compétitivité? La compétitivité, c'est comment tu te positionnes par rapport à d'autres personnes. Et la compétitivité, on peut la voir sous deux angles. La quantité de travail que tu fais et la qualité de ce travail-là. Et la quantité ou la qualité de travaux que tu accomplis dans une entreprise vont dépendre des méthodes que tu emploies, vont dépendre de la rapidité que tu mets dans le travail que tu fais et ultimement vont dépendre également de la valeur qu'on apporte à cette chose que tu fais ou à cette activité que tu fais. Donc voici les signes qui montrent que tu n'es pas compétitif. Le premier signe, c'est que tes compétences ne sont pas continuellement améliorées. Je n'ai pas dit diplôme, j'ai parlé de compétences. Et dans ton domaine, il y a des manières de faire, il y a des méthodes, il y a des techniques. Et ces méthodes et techniques-là varient, changent. Selon des domaines, c'est chaque 6 mois, selon des domaines, c'est chaque 2 ans, etc. Mais il est important ici pour toi, pour rester compétitif, de savoir quelles sont les nouvelles manières de faire. Si tu es un comptable, quels sont les nouveaux logiciels qu'on emploie aujourd'hui? Si tu es un statisticien, quelles sont les nouvelles applications qu'on utilise pour faire un certain type d'analyse aujourd'hui? Si tu es un banquier, quelles sont les manières de faire? Si tu es même un marketeur, quelles sont les nouvelles techniques pour gérer des clients? Voilà quelques questions que tu dois te poser sur ton domaine pour pouvoir rester continuellement compétitif. Le premier signe qui montre que tu n'es pas compétitif, c'est que tes compétences ne sont pas continuellement améliorées. Le deuxième signe qui montre que tu n'es pas compétitif, c'est que tu accordes peu d'importance à la formation continue. Et je vais dire ceci qui peut peut-être te choquer. Lorsqu'on finit l'université, on acquiert un certain nombre de connaissances. Je parlerai de connaissances de base. Donc c'est vraiment la base qu'on acquiert à l'université. Et lorsqu'on finissait la formation d'université, donc on entre dans la vie active, on commence à développer de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire et savoir-être, de nouvelles manières de faire. Et lorsque tu es un professionnel, tu dois tailler beaucoup d'importance à la formation continue. Donc si tu penses que la formation continue est carrément inutile, c'est que tu n'es pas du tout compétitif. Et par formation continue, il faut voir que ce soit des lectures, que ce soit des formations non diplômantes. Je mets beaucoup plus l'accent sur non diplômantes parce que beaucoup de gens ont tendance à vite voir la formation continue comme un master, 2 masters, 3e licence, 4e licence, etc. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Par la formation continue, il y a la lecture régulière, par exemple, des livres de ton domaine. Il y a participer à des conférences, il y a se faire accompagner par des coachs, il y a beaucoup de choses, suivre des cours en ligne, participer à des séminaires et tout ceci entre dans la formation continue. Et donc le signe qui montre que tu n'es pas du tout compétitif, c'est que tu t'en fous pas mal, tu ne accordes aucune importance à la formation continue. Un troisième signe qui montre que tu n'es pas compétitif, c'est que tu n'as pas de l'information. Tu as un manque criard d'information. Lorsque quelque chose se passe dans ton secteur, lorsque quelque chose se passe autour de toi, tu te demandes, ah bon? Tu es étonné, en fait, tu es surprise. Et quand tu as ce genre de comportement de surprise, lorsqu'une information qui touche ton secteur apparaît, c'est que tu n'es vraiment pas compétitif. Et il est important pour toi de penser, réviser cela. Ceci-là ne mange jamais, surtout par exemple si tu es dans des domaines où l'information passe vite, où les nouvelles manières de faire sont vraiment remises en cause chaque fois, les nouvelles techniques, de nouveaux logiciels, de nouvelles applications, de nouveaux langages, etc. Même les langages, le mot, les expressions qu'on utilise dans le domaine, lorsque tout ceci change fréquemment et que tu n'es pas informé, c'est que tu n'es pas vraiment compétitif ou compétitive. Le quatrième signe qui montre que tu n'es pas compétitif, c'est que tu as un CV caduc. Ton CV n'est pas à jour. La question que j'ai envie de te poser, c'est quand la dernière fois tu as mis à jour ton curriculum vitae? Si tu es comme la plupart des personnes, tu vas dire vraiment il y a longtemps, hein, surtout les professionnels qui ont un travail. Ces professionnels-là oublient leur CV et mettent leur CV à la poubelle. Je dirais à la poubelle parce qu'on ne touche jamais cela. Et c'est subitement lorsqu'on trouve une opportunité, on se dit merde, où est mon CV? Il faut que je mette à jour ce CV-là. Et on fait du backlash, on rafistole le CV et on envoie. Et on est choqué qu'on n'ait pas appelé, qu'on n'ait pas invité pour une interview. Et donc, le signe qui montre que tu n'es pas compétitif ici, c'est que ton CV n'est pas à jour. Ton CV n'est pas à jour des dernières réalisations que tu as faites. Ton CV n'est pas à jour des dernières formations ou
renforcement de capacité auquel tu as participé. Ton CV n'est pas à jour simplement sur les nouvelles manières même de présenter un CV. Ton CV est caduque dans sa forme, ton CV utilise des polices bizarres et tout ceci sont des éléments qui montrent que tu n'es pas compétitif. Ceci-là est très important, surtout lorsque tu veux aller en expatriation. Il est important de savoir comment on présente aujourd'hui son CV international et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour capter l'attention du recruteur, surtout lorsque ce recruteur a à peine 9 secondes à passer sur un CV parmi les milliers qu'il va recevoir. Donc ceci est très important. Est-ce que ton CV est à jour? Et ce signe-là est capital. Le 6e signe qui montre que tu n'es pas compétitif, c'est que tu as une mauvaise image sur les réseaux sociaux. Une question que je veux te donner et peut-être un challenge, c'est tape ton nom dans Internet, dans Google et regarde qu'est-ce qui apparaît. Lorsque tu fais cette recherche-là sur toi-même, et cette recherche-là, beaucoup d'employeurs vont le faire, beaucoup de personnes vont chercher sur toi en mettant ton nom, ton identité dans Google, remarque qu'est-ce qui apparaît. Si rien n'apparaît, c'est encore grave. Si quelque chose apparaît et que c'est compromettant, c'est très grave. Surtout lorsque tu as des images compromettantes, surtout lorsque tu as des commentaires compromettants, lorsque tu commentes sur Internet, lorsque tu écris des posts, lorsque tu réagis à des commentaires, tout ceci est extrêmement important sur l'image que tu donnes de toi-même. Et les recruteurs seront extrêmement sensibles à cela. J'ai récemment lu sur LinkedIn, qui est un réseau par excellence pour les professionnels qui veulent vraiment être sérieux avec leur carrière, où un recruteur soulignait le fait que le recruteur disait essentiellement qu'il voulait recruter une personne et qu'il est allé fouiller. Et cette personne avait fait un commentaire nauséabond, un commentaire critique, vraiment de l'insulte sur l'entreprise. Et une fois qu'on l'a invité, on a invité ce candidat-là à l'interview. Et une fois que ce candidat, c'était une dame en fait, selon ce que le poste disait, quand elle est venue à l'interview, on lui a sorti en fait son tweet. C'est-à-dire le tweet qu'elle a fait depuis des années sur l'entreprise en insultant l'entreprise. Et ceci me fait penser à toutes les personnes qui aujourd'hui écrivent de mauvaises choses sur des entreprises. Le jour où vous irez pour postuler à un poste de cette entreprise-là, ne soyez pas surpris si on vous sort ces archives-là. Et comme quelqu'un le dit, l'Internet a une mémoire très vaste et l'Internet n'oublie jamais. Donc fais attention à l'image que tu as sur les réseaux sociaux et tout ce que tu écris, les commentaires que tu fais, parce que cela va prouver ou pas si tu es compétitif ou pas à l'avenir. Le dernier signe qui montre si tu es compétitif ou pas, c'est le manque d'organisation. Est-ce que tu es une personne brouillon qui n'a pas du tout de l'organisation, qui n'arrive pas à coordonner ses journées, qui n'arrive pas à planifier, à exécuter, qui n'arrive pas à suivre ce qu'elle prévoit faire dans une journée? Si tu as ce signe-là, c'est que vraiment fondamentalement, tu n'es pas compétitif. Et ce signe-là est très grave parce que cela va affecter non seulement comment tu travailles, mais également comment même tu peux postuler et préparer un dossier pour décrocher de meilleurs postes. Voilà les signes que j'ai voulu partager avec toi qui montrent si tu es compétitif ou pas. Dis-moi en commentaire à ton avis. Comment est-ce qu'il faut faire pour rester compétitif? À ton avis, dis-moi cela en commentaire et on va échanger. Et si tu as trouvé de la valeur pour cette vidéo, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager, car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, écris en commentaire privé ou sur vip@nepatient.com. Sur ce, portez-vous bien. Hey, salut, je suis Marius et si tu viens de découvrir cette chaîne, ici nous partageons des conseils pratiques pour te permettre de réussir ta carrière professionnelle et également de pouvoir t'expatrier si c'est ce qui t'intéresse. Suis cette vidéo jusqu'à la fin et si tu trouves de la valeur, rappelle-toi de t'abonner, de liker cette vidéo. Cela dit, pour réussir une prise de parole en public, le premier élément qu'il faut absolument maîtriser, c'est quelle est ma cible, à qui tu vas parler. Et à ce niveau-là, il est important de pouvoir étudier qui seront les personnes qui vont t'écouter, quel est leur niveau de connaissance ou d'expertise par rapport au domaine. Est-ce que les gens attendent de toi un discours qui va les engager, par exemple qui va être comique? Quelles sont les aspirations de cette audience-là? Donc la première chose la plus importante pour réussir ta prise de parole en public, c'est vraiment de passer du temps pour étudier ton audience. Et ceci, on ne peut pas le dire suffisamment. Il faut passer suffisamment de temps à penser à qui sont les personnes qui vont t'écouter. Est-ce que ces personnes vont trouver de la valeur? Est-ce que ces personnes vont avoir du fun? Et généralement, il y a 3 éléments à considérer. Un bon discours, soit il fait rire les gens, il fait pleurer les gens ou il fait réfléchir les gens. Donc, quand tu penses à ces 3 éléments-là, tu peux donc penser à ta cible en disant est-ce que je vais pouvoir atteindre ces 3 objectifs-là? La deuxième chose pour réussir la prise de parole en public, c'est d'être vraiment préparé. Quelle que soit
ta qualité, quelle que soit ton expertise dans un domaine, lorsque tu dois parler en public, lorsque tu dois présenter quelque chose, il faut passer suffisamment de temps pour préparer. Il y a une phrase classique que les gens disent, si je dois couper un tronc d'arbre en 2 heures, je vais passer 1h30 à scier ma scie ou bien à scier l'outil que je vais utiliser pour couper ces troncs d'arbre. Donc il est important pour toi, pour réussir ta prise de parole, de vraiment passer du temps pour te préparer. Ici, il faut aller jusqu'à, s'il faut, écrire ce que tu vas dire, écrire les points les plus importants. Et ceci me rappelle, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, j'écrivais littéralement tout ce que j'allais dire. Imaginez, tout ce que j'allais dire, je devrais l'écrire. Et cela me facilitait la diction, cela me facilitait la prise de parole. Aujourd'hui, avec l'expérience, je n'ai plus besoin de faire cela. Cela dit, il est important de passer vraiment de temps à te préparer profondément. Donc, se préparer, penser à prendre des notes, peut-être utiliser des post-it pour te rappeler les concepts et les thèmes que tu vas employer. S'il y a des thèmes qui vont être confus ou difficiles à comprendre par l'auditoire, il est important que tu passes suffisamment de temps pour te préparer. La troisième chose à faire pour réussir ta prise de parole en public, c'est de contrôler ta respiration. La mauvaise respiration est source d'anxiété et l'anxiété va détruire tout ton discours, toute ta prestation. Donc, il est important de vraiment pratiquer la respiration. Il faut vraiment pratiquer comment est-ce que tu vas respirer, comment est-ce que tu respires, parce que c'est très simple et c'est biologique. Lorsque tu envoies beaucoup d'air dans ton corps, tes cellules seront aérées, tu seras plus calme, il n'y aura pas d'adrénaline qui va se lever et tu seras plus posé pour délivrer un speech, pour délivrer une présentation de qualité. Et cela dit, la présentation de qualité, tout à l'heure j'ai dit qu'il faut se préparer. Ensuite, je viens de dire qu'il faut maîtriser la respiration, mais ce n'est pas suffisant. Il faut se préparer, mais il ne faut pas se préparer seul. Si tu as envie de pratiquer l'art oratoire, surtout l'aspect de présenter des choses pour convaincre, pour vendre, pour réussir une interview, nous avons un club qui s'appelle le Club Interview Elite, dans lequel on prépare les professionnels, surtout pour réussir dans les interviews de haut niveau, mais également dans le marketing, dans la présentation ponctuelle dans le cadre professionnel. C'est un club qui est très utile et les gens qui sont dans le club tirent beaucoup de la valeur. Regarde dans le commentaire, tu verras le lien pour rejoindre le club Interview Elite. Et ceci est un espace pour toi sécurisé au cours duquel tu pourras pratiquer tes différentes présentations et les réussir. Et parlons de respiration. Lorsque tu prépares, donc que tu dois délivrer le discours, 1 minute avant le début de la prestation, que ce soit sur Zoom ou bien que ce soit en une conférence physique, il est important pour toi de prendre encore 1 minute, de respirer, vraiment d'aérer tes cellules. Et là, tu es prêt à partir et je te souhaite déjà bonne chance pour cela. La quatrième chose pour réussir sa prise de parole, c'est de penser positive. Les pensées négatives peuvent ankyloser et vraiment te rendre petit, te sentir moindre et ne pas te sentir en posture de personne qui peut apporter de la valeur, qui va délivrer de la valeur à ton audience. Donc, te libérer des pensées négatives, vraiment penser positive, ramener en toi toutes les bonnes choses qui te disent yes, tu es la meilleure personne, yes, tu es la personne capable de pouvoir passer ce message-là, de pouvoir sensibiliser, de pouvoir motiver ces personnes-là. Tout ceci va être utile pour toi pour rester dans la bonne posture. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le club Interview Elite, il y a tout cela, des espaces pour te permettre de te motiver, de vraiment te retrouver focus, d'avoir le tonus et l'énergie pour pouvoir délivrer. Mais ici, la clé ici, c'est de vraiment rester positif ou positive pour pouvoir délivrer ton message, de pouvoir délivrer ton discours. Le 5e conseil pour réussir la prise de parole, c'est de garder le contact avec ton auditoire. Lorsque tu es en train de délivrer le discours, il est important que tu puisses de temps en temps observer ton auditoire. Comment est-ce que ton auditoire se comporte? Même si c'est sur Zoom, il est important de regarder comment les différentes personnes réagissent à ton discours. Quel est leur signe de visage? Comment cette personne-là interprète ce que tu es en train de dire? Si tu vois que les gens sont crispés ou bien ont la mine renfrognée, peut-être c'est le moment d'insérer une blague. Ou si les gens n'ont pas compris, peut-être les gens sont confus, c'est le moment d'expliquer un peu plus. Et quelquefois, lorsque nous parlons en tant que professionnel, on peut aller très vite, donc avoir un débit très accéléré. Et lorsque c'est le cas, en regardant et en gardant le contact avec ton auditoire, cela te permet de savoir comment t'ajuster. Est-ce qu'il faut diminuer le débit ou bien plutôt accélérer, parler plus vite? Donc voilà, un élément sur lequel il faut vraiment faire attention, c'est de garder le contact avec ton auditoire lorsque tu es en train de passer un discours, lorsque tu es en train de communiquer, de prendre de la parole en public. Et parlant de garder le contact avec l'auditoire, c'est également le lieu de préciser qu'il faut faire un peu de suspense. On n'aime pas savoir tout ce qu'on va dire en même temps. Donc, il est important lorsque tu es en train d'articuler, de pouvoir avancer les choses petitement, mais de donner toujours l'appétit aux gens de pouvoir découvrir. Quand je fais par exemple mes vidéos et je partage des conseils avec toi, je te dis, aujourd'hui je vais partager plusieurs conseils, 7, 6, et cela te permet de dire, ok, donc il y a d'autres conseils qui vont venir. Donc il faut garder un peu le suspense comme ça.
et pouvoir donner l'appétit aux gens de pouvoir t'écouter jusqu'à la fin. Le sixième élément sur lequel il faut travailler pour réussir sa prise de parole, c'est de trouver le sujet captivant. Et au début, j'ai dit qu'il faut vraiment étudier son audience. En plus de ça, il faut choisir un sujet captivant. Il ne faut pas choisir un sujet qui va ennuyer les gens. Il faut choisir un sujet qui va permettre aux gens d'être intéressés, d'apprendre quelque chose. Et ce sujet-là va dépendre effectivement et en réalité de l'étude que tu as faite de ton audience. Donc, passer du temps à vraiment penser à ton audience et choisir donc le sujet qui va leur permettre d'apprendre quelque chose, de gagner quelque chose, soit de rire, de pleurer ou de penser, de réfléchir, d'apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi est-ce qu'il est important de trouver un sujet captivant? Lorsque le sujet est captivant, la foule va prêter attention. Quand quelque chose est captivant, on s'intéresse à cela. Donc, regarde un peu comment les journalistes ou les chaînes de radio passent de l'information. On commence toujours à passer l'information par ce qui est captivant, ce qui va être intéressant, ce qui va attirer ton attention. Tu te dis, j'ai envie de savoir plus. Et donc, lorsque tu choisis le sujet de discussion de ta présentation, de ton discours, il est important de vraiment passer du temps pour choisir un sujet ou un thème très captivant. Le dernier élément sur lequel je veux mettre l'accent pour réussir ta prise de parole, c'est la posture. Comment est-ce que tu te présentes lorsque tu es en train de vouloir passer ton message à l'audience? Lorsque ta posture n'est pas une posture confortable. Je donne un exemple. Lorsque par exemple je veux parler en public et j'ai une posture comme ceci, ou bien j'ai mes épaules qui sont comme ceci, tout ceci va crisper la foule, ne va pas les mettre à l'aise. Et cela est également visible lorsque même tu es sur une plateforme de visioconférence, une Zoom, une Team, etc. Donc la posture est très importante dans la manière dont tu vas pouvoir passer ton message. Et à ce niveau, la gestuelle, tes mains, tes yeux, le sourire, le clignotement des yeux, etc. va être très important. Il y a une amie qui récemment m'a dit que moi, mon tic à moi lorsque je parle en public, ce sont mes clignotements des yeux. Donc si tu remarques et si tu as fait attention, quand je parle, je clignote beaucoup les yeux. Et ça, c'est ma manière d'exprimer mon stress ou mon niveau d'anxiété. Il y a d'autres personnes, pour gérer cela, doivent carrément se taire. Ou il y a d'autres qui griffonnent ou ont des gestes, etc. Donc, il est important pour toi d'identifier la gestuelle, comment est-ce que ta posture va affecter ton discours, ta qualité de présentation. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment réussir ta prise de parole en public. Dis-moi ton avis. Comment réussir ta prise de parole en public? Est-ce que tu as récemment parlé en public? Quelle technique tu as utilisée qui a marché pour toi? Et si tu as trouvé de la valeur, rappelle-toi de liker et de t'abonner à cette chaîne-là. Car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marie Chabi et j'accompagne le professionnel compétent à cette patrie. Pour être avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@l'impatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye! Il y a plusieurs raisons qui peuvent te pousser à vouloir changer d'orientation professionnelle. Il peut s'agir simplement que tu n'arrives pas à trouver de l'emploi. Il peut simplement s'agir que tu as envie d'accomplir, d'assouvir une passion qui est en toi, de réaliser quelque chose qui te tient à cœur. Il peut simplement s'agir que tu te délocalises d'un endroit à un autre et à cause de cela, le marché du travail est difficile et donc tu as envie de t'ajuster. Voici quelques conseils qui vont t'aider à réussir ton orientation professionnelle ou simplement ta réorientation professionnelle. La première chose pour réussir ton orientation, ta réorientation professionnelle, c'est de faire le bilan des compétences. Et cette étape-là est extrêmement importante. Elle est peut-être un peu douloureuse, mais il faut vraiment passer du temps pour la faire. C'est quoi faire le bilan des compétences? Il s'agit de t'asseoir et de vraiment évaluer ce que tu sais faire, d'évaluer tes forces, tes faiblesses, d'évaluer les formations que tu as faites et d'évaluer également s'il y a possibilité de faire des transferts de connaissances ou de compétences. Et à ce niveau-là, il est important que par exemple, tu passes un entretien préliminaire dans le processus du bilan de compétences. Il est également intéressant que tu puisses, après cet entretien-là, que la personne, le spécialiste qui t'a aidé, qui va t'aider dans la réorientation professionnelle, puisse te faire un feedback détaillé pour te dire voici les options qui peuvent se présenter à toi selon ton désir de faire de la réorientation professionnelle. Le plus important ici, c'est vraiment d'identifier aussi également tes besoins. Et à la fin de l'entretien, comme je le disais tout à l'heure, on va te dresser une liste pour te dire voici les options selon ton besoin et voici vraiment ce que le marché peut offrir en conséquence. La deuxième chose pour réussir son orientation professionnelle, c'est d'étudier les secteurs d'activité. Donc, tu as envie d'aller dans un domaine donné ou dans plusieurs domaines. Supposons que c'est 3. Tu dois passer du temps et peut-être avec le coach ou le spécialiste emploi qui t'accompagne à étudier chacun de ces secteurs-là. À étudier cela pour identifier quels sont les besoins en tension, c'est-à-dire qu'est-ce que le marché cherche actuellement de manière vraiment active
quelles sont les filières qui peuvent venir, donc faire un peu de la prospective, de la prévision, te dire, ok, dans quel secteur il y aura plus de demandes, par exemple, ou quel type de compétences on aura besoin dans le futur. Il est également important d'étudier les contours des différents métiers qui t'intéressent dans ce nouveau secteur d'activité. Et à ce niveau-là, cette étude que tu vas faire de ces différents secteurs va être très importante parce que cela va te permettre de pouvoir décider si le secteur qui t'intéresse va être en accord avec ta vie privée. Il faut penser à l'entourage. Est-ce que ce que tu veux désormais faire va correspondre ou va matcher avec ces réalités que tu vis autour de toi? Et lorsque tu es en train d'étudier ces différents secteurs, il peut être nécessaire et parfois même très utile pour toi de contacter des spécialistes de ces différents secteurs-là pour que ces personnes puissent partager leur expérience et te dire, selon ce que nous voyons, ce qui se fait dans le domaine, dans tel nombre d'années, dans tel nombre de mois, ce sera comme ceci, ce sera comme cela. La troisième chose à faire pour réussir à changer d'orientation professionnelle, c'est d'étudier le métier idéal. Quel est le métier idéal qui t'intéresse? Comment s'intitule ce poste-là? Il faut l'étudier vraiment de fond en comble pour identifier est-ce que tes motivations, donc ta passion, ce que tu as au fond de toi, correspond à tes compétences ou bien permettre ensemble avec tes compétences de pouvoir accomplir ou de décrocher ce poste en question. Donc ici, il est vraiment important de passer du temps pour étudier le métier spécifique, le métier idéal qui t'intéresse dans ce projet de reconversion. Il peut être nécessaire donc de pouvoir parler à des gens qui exercent dans ce domaine-là pour avoir leur avis. Il peut être nécessaire de parler à des coachs qui ont vu d'autres profils avant toi, te dire voici ce que telle personne a fait, etc. Donc il est vraiment important ici de passer du temps pour étudier le métier idéal, ce métier-là qui te plaît et pour lequel tu as envie de faire un changement d'orientation professionnelle. Et ici, je voudrais attirer ton attention sur quelque chose. Il est important de faire le bon choix parce que la suite de ta carrière, la suite de ta vie va en dépendre largement. Donc vraiment ici, il faut prendre du temps pour faire une bonne étude du métier et également faire un bon choix. La quatrième chose à faire pour réussir son orientation, sa réorientation professionnelle, c'est de faire un plan d'action ou un plan d'attaque. Et ici, il s'agit pour toi de lister les différentes étapes que tu vas suivre, éventuellement de penser à qu'est-ce que ça va ressembler comme livrable, de penser surtout au délai et éventuellement de penser aussi à tout ce qui peut arriver comme problème. Et il est important de pouvoir écrire cela, de pouvoir dire voici ce que je veux faire à tel moment, voici le livrable qui va venir avec, voici le délai. Lorsque tu fais ce travail de plan, il s'agit maintenant de passer à la mise en œuvre. Là, il est important de faire ce plan-là, c'est que même dans la mise en œuvre, il va arriver des changements. Il y aura des situations imprévisibles. Mais le fait que tu as déjà un plan va te permettre de chaque fois t'y référer pour voir, ok, où est-ce qu'on devrait être et qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre l'objectif qui est de réussir à changer d'orientation professionnelle. Et lorsque les difficultés vont arriver, avoir un plan va te permettre de rebondir et de pouvoir explorer d'autres alternatives qui vont se présenter. Donc, faire un plan, c'est important, mais il faut rester flexible et ouvert pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter dans la mise en œuvre. Après avoir fait un plan, j'ai envie de te dire, il faut rester croyant en toi, mais il faut être optimiste, il faut être positif. Parce que tu as besoin de réussir cette orientation professionnelle. Donc, tu dois rester positif et vraiment croire en toi-même. Parce que si tu ne crois pas en toi-même, ce sera difficile que d'autres personnes puissent croire en toi-même. Donc, il est vraiment important de croire en toi-même lorsque tu es en train de faire cette réorientation professionnelle. La cinquième chose à faire lorsque tu décides de faire de la réorientation professionnelle, c'est d'apprendre à convaincre. Il y a deux choses qui vont se passer lorsque tu décides de faire de la réorientation professionnelle. La première chose, c'est que tu vas devoir commencer à monter un CV pour te mettre en valeur. Et tu sais, si tu as déjà suivi des vidéos sur notre chaîne ici, que nous avons beaucoup de ressources pour t'aider à réussir le CV. Et j'aime dire, le CV international est différent de toute forme de CV. Donc, si tu es intéressé, regarde en commentaire. Cela dit, je disais, il y a deux choses sur lesquelles il faut être vraiment sensible. La première chose, c'est que tu vas devoir travailler sur un CV. La deuxième chose, c'est que tu vas te préparer à différentes interviews. Et à cause de cela, tu as besoin de pratiquer l'art de la conviction. Tu as besoin d'être convaincant. Et tu as besoin d'autant plus d'être convaincant que tu es en train de quitter un secteur pour arriver dans un autre. Donc, tu as besoin de vraiment prouver que tu as des compétences pour pouvoir réussir dans ce nouveau secteur ou dans cette nouvelle activité qui peut être un peu différente de ce que tu as fait par le passé. Donc ici, il est vraiment important de travailler sur toi, la manière dont tu arrives à convaincre, sur tout l'aspect de conviction, comment tu arrives à allier les arguments pour pouvoir convaincre les différents jurys, pour pouvoir converger dans ton CV, dans tes documents, que tu es la meilleure personne pour réussir à ce poste-là. Et
On a un club qui s'appelle le Club Interview Elite, dans lequel on accompagne les professionnels compétents, les professionnels simplement à réussir leur préparation d'interview, à réussir leur préparation pour être mieux convaincant. Et si tu es intéressé, regarde en commentaire, tu pourras voir le lien pour participer à une de ces séances-là qui est souvent gratuite pour pouvoir voir si le club peut t'aider à atteindre ton objectif de réorientation professionnelle. La sixième chose à faire lorsque tu décides de faire de la réorientation professionnelle, c'est de calculer ton budget. Combien cela va te coûter dans cette nouvelle responsabilité-là? Ou encore, combien tu dépenses aujourd'hui et de combien tu aurais besoin dans le futur pour pouvoir tenir dans ce nouveau domaine? Et ici, lorsque tu as un conjoint ou une conjointe qui travaille, cela est extrêmement utile et louable. Si ce n'est pas le cas, tu as besoin de faire un budget. Tu dois également prendre en compte tes loisirs, tes besoins, donc évidemment la restauration, le loyer, les voyages. Tu dois prendre également en compte le développement personnel. Tu dois prendre en compte les enfants, quelles sont leurs charges, écolage, etc. Et tout ceci va être très important pour pouvoir calculer le budget dit voici combien ça va me coûter, voici combien j'aurai besoin dans mon nouveau métier ou dans ma nouvelle reconversion. Et ceci va être très important pour utiliser dans les négociations salariales, pour utiliser également pour simplement budgétiser, calculer combien notre train de vie sera ou est dans ce nouveau métier ou dans le prochain nouveau métier. La dernière chose à faire lorsque tu décides de faire de la réorientation professionnelle, c'est de vraiment demander de l'aide. Et ceci est extrêmement important. Les Ivoiriens disent « à connaître pas, à demander ». À connaître, à partager. Donc lorsque tu veux faire de la reconversion, s'il te plaît, ne joue pas le zinzin ou la plus forte. Va demander de l'aide. Demande aux gens qui peuvent t'aider. Vraiment, aidez-moi. Quelquefois, l'aide peut ne pas être gratuite. Les gens peuvent te demander d'investir. Et parfois, l'investissement, même si c'est petit, c'est pour voir à quel point tu es intéressé, à quel point tu veux vraiment atteindre ces objectifs-là. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment réussir ton orientation professionnelle. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager, car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Tu seras avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@l'impatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye. Hey, salut, je suis Marius Chabi et j'anime l'Impatient, qui est une plateforme qui permet aux professionnels de s'expatrier. Aujourd'hui, je veux partager avec toi des conseils pratiques pour t'aider à mettre en place une équipe de travail. Et si tu trouves de la valeur à la fin de cette vidéo, rappelle-toi de t'abonner et de liker cette chaîne-là. La première chose, lorsque tu as en charge une équipe, c'est de définir les objectifs. C'est la première des choses et c'est la plus importante des choses à faire. Il faut définir les objectifs. Il faut dire qu'est-ce qu'on veut atteindre, où est-ce qu'on veut amener le projet, quelles sont les réalisations qu'on attend de nous. Il faut éventuellement regarder les cahiers de charges et il faut vraiment clarifier à quoi ressemble l'objectif final. Évidemment, lorsque tu définis un objectif, il y a tout ce que nous connaissons qui est l'objectif doit être smart, simple, mesurable, atteignable, réalistique et dans le temps. Certains ajoutent maintenant et que cela doit être écologique. Et la raison pour laquelle il est extrêmement important de définir les objectifs, c'est que la clarté de l'objectif va faciliter la clarté de l'action et va également éviter les conflits, tous les problèmes qui peuvent survenir parce que on a une autre compréhension ou certaines personnes dans l'équipe ont une autre analyse ou une autre attente de ce qu'on doit faire par rapport au projet. La deuxième chose à faire pour installer une bonne équipe, je suppose que tu es venu avec, on t'a offert un budget, on t'a donné les moyens, c'est de commencer à recruter les compétences. Lorsque tu ne peux pas recruter de nouvelles personnes, disons que tu lances un recrutement, il faudra absolument donc chercher en interne où est-ce que tu pourras trouver les compétences. Et quelquefois, et souvent même, disons même la plupart du temps, les projets que tu auras à gérer, ce sont des projets en interne. Et lorsque c'est un projet en interne, il est important pour toi d'aller faire la cour aux collègues et de solliciter l'intervention d'autres personnes qui pourront t'aider. Donc ici, il est important de pouvoir rassembler les personnes, les compétences techniques dont tu as besoin. Il y a deux aspects sur lesquels je voudrais mettre l'emphase. La première chose, c'est la diversité et la complémentarité. Il est important pour toi, lorsque tu constitues ton équipe, de veiller à la diversité, donc différentes manières de faire, de penser, et de veiller ici à la complémentarité. C'est-à-dire, est-ce que les compétences de telle personne sont complétées par telle? Si par exemple, tu as des compétences en analyse poussée, ne cherche pas à forcément ajouter une autre personne qui a les mêmes compétences que toi. Cherche une autre personne qui a d'autres choses qui peut compléter, qui peut rendre le travail plus intéressant, qui peut faciliter l'accomplissement des objectifs. Prenons un exemple. Si tu dois gérer un projet de communication et que tu es plutôt très bien en montage, disons vidéo ou audio,
et une autre personne est plutôt bien en rédaction de script. Donc, etc. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il faut aller chercher des compétences complémentaires. La troisième chose à faire lorsque tu as commencé à monter ton équipe, c'est de définir les rôles et les objectifs de chacun. Au début, j'ai dit qu'il faut penser les objectifs de l'ensemble. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? Une fois cela fait, il faut maintenant entrer dedans à l'intérieur, donc faire un zoom et identifier pour chaque personne dans l'équipe quel est le rôle que la personne va effectivement jouer et quels sont les objectifs assignés à cette personne-là. Donc, il faut voir ça comme un grand nid d'abeilles ou encore une grande construction, un immeuble. Il y aura le maçon, les gens qui vont poser la pierre, il y aura les gens qui vont faire les mélanges de sable, il y aura les gens qui vont faire les premières poses de briques, il y aura ceux qui vont mesurer, il y aura également ceux qui vont faire les peintures. Donc, il faut penser un peu comme cela. Donc, plusieurs personnes viendront et chacun avec son rôle. La quatrième chose pour bien monter une équipe, c'est de fixer les règles de fonctionnement. Une équipe dans un projet A ne sera pas la même manière de fonctionner dans un autre projet B. Et ceci est extrêmement important. Et donc, lorsque tu définis dans ton équipe, tu as commencé à mettre en place les objectifs, tu as montré à chacun, tu as cherché les compétences, etc. Ici, il est important de pouvoir définir les règles de fonctionnement. Les règles de fonctionnement peuvent prendre en compte la communication, les canaux de communication, peuvent prendre en compte les fréquences de réunion, peuvent prendre en compte les formats de livrables attendus, peuvent prendre en compte tout ce qui est nécessaire pour pouvoir mener à bien le projet. Ici, il est vraiment important de penser les règles de fonctionnement. Qui valide quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir avant de passer à la prochaine étape? Qui est central dans le dénouement d'une étape par rapport à une étape suivante? Et tout ceci va être très important à communiquer à toutes ces personnes-là qui vont travailler avec toi. Donc ici, c'est de vraiment passer du temps pour clarifier les règles de fonctionnement. Les règles de communication, c'est extrêmement important. Les règles de compte rendu également sont très importantes. Les règles de réunion, les règles d'approbation. Je donne un exemple. Dans le cadre professionnel, il arrive quelquefois, les gens te disent, si je ne réponds pas, ça veut dire que c'est bon. Et c'est-à-dire, si je t'envoie un email et que je te demande ton avis et que tu ne dis rien au bout de 2-3 jours, suppose que c'est bon. Et il y a certains managers qui te disent non, si je ne réponds pas, ça ne veut pas dire que c'est bon. Donc tu vois, il y a différentes manières de fonctionner et ceci va être très important pour toi de pouvoir clarifier, surtout que tu es le responsable, tu es la responsable de cette équipe-là qui doit mener à bien ce projet-là. Donc ici, il est très important de clarifier les règles de fonctionnement. Le cinquième conseil pour bien monter son équipe, c'est d'assurer une communication transparente et claire. Et parlant de communication, ceci est extrêmement important. Lorsque tu échoues, lorsque en tant que manager, tu ne réussis pas dans la communication avec ton équipe, c'est la catastrophe. Beaucoup de choses peuvent mal tourner simplement à cause de la communication. Et lorsque donc, tu es en train de monter une équipe, la communication est importante. Il faut clarifier les canaux de communication, les fréquences. Il faut également clarifier comment est-ce que les feedbacks vont se faire, à quelle fréquence. Il y a certaines personnes qui disent plutôt, si je fais mal, attends quand on va se voir à la prochaine réunion pour me le dire. Et il y a d'autres qui préfèrent plutôt, dis-moi le feedback sur le champ. Et il y a d'autres subtilités sur comment est-ce que tu dis le feedback, comment tu formules le feedback. Et tout ceci varie en fonction des personnalités. Et donc, la communication, lorsque tu es chef d'une équipe, lorsque tu es en charge d'un projet, il est important que tu veilles sur la communication. Comment est-ce que l'équipe va communiquer? Et je vais mettre l'accent sur la transparence. Et parlant de transparence, ça veut dire qu'en tant que responsable, en tant que chef de l'équipe, tu dois donner le maximum d'informations qui puissent aider les gens à accomplir le travail sans ta présence. Il ne faut pas garder de l'information, sécréter, tu dis non, si je donne cette information, on saura tout, etc. Non, ton rôle c'est de diffuser de l'information pour faciliter l'action aux gens, pour que les gens puissent faire leur travail, pour que cela puisse faciliter l'atteinte de l'objectif d'ensemble. Et cela est fantastique, cela sera très bien. Et parlant de communication également, il est important de pouvoir passer son message, toi en tant que chef d'équipe, mais aussi faciliter à ce que les autres passent leur message dans l'équipe sans être trop critique ou sans juger les autres par rapport à leur avis. Et donc ici, c'est vraiment de créer cette ambiance dans laquelle les uns et les autres peuvent communiquer, peuvent passer leur message sans se sentir menacés, sans se sentir très mal. Le sixième conseil pour bien monter son équipe, c'est de partager la bonne humeur. La bonne humeur est très importante et j'aime le dire tant avec les clients qu'avec les collaborateurs. Il est important d'être une personne empathique, d'être une personne sympathique.
et vraiment de pouvoir partager la bonne humeur. Et ceci est vraiment important. Surtout quand tu travailles dans une équipe, il y aura la pression, il y aura le calendrier qui peut être coincé, serré, il y aura les humeurs des uns et des autres. Et tout ceci, en tant que chef d'équipe, en tant que manager d'équipe, il est important que tu puisses communiquer de la bonne humeur. Et la bonne humeur est très contagieuse. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, lorsque tu t'assures d'avoir la bonne humeur, tu vas contaminer tous tes collaborateurs. Et le travail ne sera pas stressant, même s'il y aura la pression. Ça va être un travail relax, fun, et on aura du plaisir à travailler ensemble avec toi. Et donc ici, il est important de pouvoir créer l'ambiance de bonne humeur lorsque tu es en charge d'une équipe et lorsque tu veux vraiment monter une équipe qui gagne, une équipe de winner. Le dernier conseil pour monter une équipe de qualité, une bonne équipe, c'est de prendre en compte les personnalités. Et vraiment, ceci est très sensible. Lorsque tu es dans une équipe, on a plusieurs personnalités. Il y a les gens qui observent pendant longtemps avant de réagir. Il y a les gens qui sont un peu trop, je dirais pas agités, mais qui se prononcent rapidement par rapport à une situation. Il y a d'autres qui sont mes figues, mes raisins, ils sont dedans, ils regardent et ils se prononcent lentement. Il y a d'autres, quand ils sont offensés, ils peuvent le dire ouvertement. Il y a d'autres, quand ils sont offensés, ils te disent, il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de soucis, etc. Et ça, c'est vraiment des différentes personnalités que tu auras à gérer dans une équipe. Et donc, lorsque tu es en charge d'une équipe, il faudrait vraiment tenir compte de toutes ces personnalités-là pour pouvoir mieux gérer cette équipe-là. Voilà quelques conseils que j'aimerais partager avec toi sur comment monter une bonne équipe. Dis-moi à ton avis, comment monter une bonne équipe? Qu'est-ce que tu penses de tout ceci? Comment toi tu montes une bonne équipe? Si tu as aimé cette vidéo, si tu as trouvé de la valeur, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager. Car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marie Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écrire en commentaire privé ou sur vip@l'impatient.com. Portez-vous bien. Bye bye. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. Ici, je partage avec toi des conseils pratiques pour te permettre de réussir ta carrière professionnelle. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 7 conseils qui vont te permettre de gérer ton patron exigeant ou ta patronne exigeante. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et si tu trouves de la valeur, rappelle-toi de liker et de t'abonner à cette chaîne-là. La première chose lorsque tu as un patron ou une patronne exigeante, c'est d'analyser le comportement de ton manager. Il est important de pouvoir vraiment comprendre la cause de son comportement. Il faut analyser son comportement par rapport à toi, par rapport à ton travail et pouvoir identifier est-ce que c'est un problème sur la qualité de ton travail ou plutôt un problème sur ta personnalité ou si c'est autrement dit que vos personnalités n'arrivent pas à se mettre ensemble. Et parlant d'étudier la relation avec ton employeur ou ton manager, il faut vraiment observer ses aspirations. Qu'est-ce que ton manager souhaite accomplir? Qu'est-ce que ton manager veut voir se réaliser? Enfin, il faut également tenir compte de l'environnement de travail. Là où vous travaillez, le bureau, les autres collègues et toutes ces interactions-là vont te permettre de comprendre ta relation avec ton manager. Donc, le premier conseil pour gérer les patrons exigeants, c'est d'analyser vraiment la relation avec ton manager. La deuxième chose pour gérer les patrons exigeants, c'est de demander une discussion. Lorsqu'un environnement devient difficile ou lorsque la relation avec ton manager devient un peu complexe et confuse, il faut demander une discussion. À ce niveau, il faut vraiment pousser à la communication. Et lorsque tu demandes cette discussion, donc cet échange-là, il faut rester poli et très courtois ou courtoise. Et il faut surtout demander et exprimer comment est-ce que l'environnement ou le cadre dans lequel vous êtes, l'ambiance qui prévaut peut être préjudiciable pour toi. Tu peux dire par exemple, j'ai l'impression que je ne me sens pas bien ou simplement dire, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui n'arrange pas le travail ou je me sens inconfortable. Donc, il est plus simple parfois de mettre le tort sur soi-même plutôt que de dire simplement que l'autre est en train de mal se comporter. Donc, dis par exemple, je me sens inconfortable par rapport à cette situation-là ou je me sens mal à l'aise par rapport à ceci. Je me sens pas bien parce que. Okay? Et donc ça, c'est une manière d'aborder la conversation, de vraiment ouvrir la conversation. Mais rappelle-toi, au cours de cette discussion-là, il faut rester très courtois ou courtoise et rester extrêmement poli. La troisième chose à faire pour gérer le patron ou les patrons exigeants, c'est vraiment d'analyser le style de gestion de cette personne-là. Tous les managers ne sont pas identiques. Les managers ont différentes manières de fonctionner. Il y en a qui seront micro-managers, donc ils vont vouloir connaître tous les détails de ce que tu fais. Il y en a qui vont juste te confier la responsabilité et partir. Il y en a qui vont te confier la responsabilité et partir et ne pas faire de suivi du tout, donc ils oublient. Donc il y a toutes ces catégories-là. Donc il est important, lorsque tu as
un environnement ou une situation qui est un peu difficile avec un manager exigeant, de vraiment comprendre comment ce manager-là fonctionne. Et il n'est vraiment pas possible pour toi de te mettre à dos ton manager. Donc dans toute situation, il faut absolument que tu arrives à comprendre comment ton manager fonctionne pour pouvoir lui donner satisfaction. J'aime dire, lorsqu'on va décider de ton sort, ton manager sera là. Donc il est important de pouvoir rester autant que faire se peut en bon terme avec ton manager. Et parlant de style de gestion, il est important que tu sois également flexible pour voir comment est-ce qu'il souhaite que les tâches soient accomplies. Dans tous les cas, on ne perd rien à tester de nouvelles méthodes de travailler, de nouvelles manières de faire, n'est-ce pas? Et cela fait partie également de la flexibilité qu'on attend d'un professionnel, surtout d'un professionnel qui aspire à aller à l'international. Le quatrième conseil pour gérer les patrons ou les patronnes exigeants, c'est de respecter les règles de travail que ces personnes ont fixées. Tous les managers ne sont pas identiques. Et lorsque tu es dans une équipe, le manager est ton petit patron ou ton petit dieu. Et cette personne-là va définir le cadre de travail, va définir les règles, les manières de faire, etc. Il est important pour toi que tu puisses te conformer à ces différentes règles-là. Il ne faut pas être l'élève ou bien le collègue qui casse tout ou le collègue rebelle. Les collègues rebelles n'ont jamais réussi en réalité parce que souvent ils se mettent à dos toutes les personnes de l'entreprise et cela peut affecter leur progression, leur carrière, etc. Et parlant de respecter les règles établies, il est également important de pouvoir témoigner ton attachement à l'équipe. Lorsque tu es dans une équipe et il y a un manager, même si la relation est difficile, il faudrait que tu puisses démontrer constamment que tu es attaché à l'équipe et que tu veux ultimement que l'équipe puisse accomplir de grandes choses, que l'équipe puisse avancer et réaliser d'excellents résultats. En parlant de montrer ton attachement à l'équipe, il est également important de pouvoir démontrer constamment du respect. Le respect est quelque chose, lorsque vous l'octroyez aux autres, forcément les autres ont généralement tendance à vous retourner cela en retour. Donc lorsque tu es dans une situation dans laquelle ton patron ou ta patronne est même exigeante, il faut pouvoir constamment démontrer du respect. Si tu lui donnes son respect, si tu lui montres que ton manager ou qu'il a la valeur de l'importance, il va ou elle va certainement te retourner l'appareil. Le cinquième conseil pour gérer les managers exigeants, c'est de connaître ta valeur. Il y a des managers, et ceci je suis obligé de le reconnaître, quel que soit ce que vous faites, ils ne seront jamais satisfaits. Ils sont des éternels insatisfaits. Ils seront toujours là à vous poursuivre, à vous déranger à longueur de journée, à vous poursuivre dans les derniers retranchements, 19h, 20h, à chercher à vous dire que vous n'avez pas fait le travail. Lorsque cette situation-là se présente, il est important que tu puisses entrer en toi-même et identifier ta valeur. Cette situation peut être très dérangeante et même déstabilisante et source de stress parce que tu peux te demander est-ce que vraiment je suis compétente ou compétent? Est-ce que vraiment je mérite ma place au sein de l'entreprise? Je te dirais oui, tu mérites potentiellement. Cela dit, il y a de ces managers-là vraiment qui ne sont pas du tout reconnaissants. Ils sont vraiment méchants. Je dirais oui, ils sont méchants. Qui sont là toujours pour te poursuivre, pour te faire te sentir petit. Donc, lorsque tu fais face à un manager ou à un manager exigeant comme cela, il faut vraiment te demander quelle est ta vraie valeur. Qu'est-ce que tu apportes dans l'entreprise? Il faut vraiment te demander cela. Et à ce niveau-là, lorsque tu dois faire cet exercice, il est important de regarder pourquoi tu as été recruté. Le cahier de charge, qu'est-ce qui est dans le cahier de charge? Qu'est-ce que tu devrais fournir comme performance? Est-ce que tu es en train de fournir ces performances-là? Et si tu fournis ces performances-là, tu peux vraiment te retrouver, relever la tête haute comme ceci et garder la tête bien droite parce que tu connais ta valeur et tu sais prouver que tu apportes de la valeur à l'entreprise. Le sixième conseil pour gérer les managers difficiles ou les patrons exigeants, c'est vraiment de couvrir son patron. Personne ne naît meilleur patron. Tout le monde apprend à être patron. Tout le monde apprend et devient le meilleur professionnel. Et donc, il va arriver que ton patron ou ton manager, même s'il est exigeant, puisse avoir des faiblesses. Mais ce n'est pas de ton rôle d'aller et de mettre ces faiblesses-là à la place publique, de dire, voilà, voici ce qu'elle a fait, voici ce qu'il a fait. Ton rôle essentiellement sera de protéger ton patron ou ton manager. Il faut vraiment couvrir cet art. Lorsque ton manager est défaillant quelque part, tu as besoin de venir comme un bouclier et de la protéger ou de le protéger. Et ce faisant, cela va améliorer la qualité de vos relations. Et cela va lui permettre de se rendre compte que tu n'es en réalité pas une menace. Tu n'es pas là pour la déstabiliser ou pour le déstabiliser. Et plutôt contribuer à rendre l'équipe plus performante, à pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Le dernier conseil pour gérer les patrons exigeants, c'est de te faire muter ou de quitter simplement l'entreprise. Lorsque tu essaies vraiment de tout mettre en œuvre et que tu as appliqué les 6 conseils que je viens de partager avec toi et que c'est vraiment difficile, peut-être qu'il est temps que tu quittes cette entreprise-là. Il est peut-être temps pour toi de dire, je vais aller me chercher ailleurs, je vais aller construire une autre expérience ailleurs. C'est une décision un peu difficile qui peut être vraiment déstabilisante,
Mais lorsque tu dois faire ce choix-là, nous sommes là à l'impatient pour t'accompagner. On a des ressources, on a des outils pour t'aider à vraiment faire cette transition-là en douce et vraiment la réussir. Cela dit, lorsque tu dois partir, il est important de vraiment bien planifier tout cela et de pouvoir partir vraiment de manière clean, comme j'aime le dire, de manière irréprochable autant que faire se peut. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi pour gérer des patrons difficiles ou exigeants. Dis-moi à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'un patron peut être exigeant ou difficile? Dis-moi cela en commentaire et on discute. Et si tu as trouvé de la valeur, like et abonne-toi à cette chaîne car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@impatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye. Avant de commencer, il faut dire qu'une interview, c'est un événement spécial. Et j'aime dire ceci à un de mes clients, à tous ceux qui travaillent avec nous. Vous ne pouvez pas prédire une interview. Et donc, lorsqu'on a une interview, il faut mettre tout le paquet, il faut se mettre toutes les ressources à disposition, se faire coacher, se faire aider, préparer, répéter pour pouvoir réussir cette interview-là. Parce que l'interview, c'est un événement unique. Ça arrive rarement. Et quand ça arrive, il faut mettre tout le paquet pour décrocher votre poste. Il ne faut pas gaspiller une interview, s'il vous plaît. Il ne faut pas gaspiller une interview, s'il vous plaît. Cela dit, dans une interview, les questions vont venir de tous les côtés et parfois ça peut rendre très nerveux et stressé. Maintenant, parlons de la question, quelles sont vos faiblesses? Lorsqu'on te pose cette question-là, évidemment, si tu dis que tu n'as pas de faiblesse, tu vas paraître très arrogant ou arrogante. Donc, il est vraiment hors de question de dire je n'ai pas de faiblesse et c'est comme si tu dis que tu es parfait. Donc, ça, c'est la première chose à absolument éviter. La deuxième chose, si tu dis beaucoup de faiblesse, tu risques en fait de te plonger toi-même parce que tu vas montrer que tu n'es pas capable d'assurer ce rôle-là. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre dire ses faiblesses et également pouvoir montrer qu'on est une personne humble qui travaille constamment pour s'améliorer, pour devenir une meilleure personne. Lorsqu'on répond à cette question, quelles sont vos faiblesses? Il faut parler de choses qui montrent que vous êtes en train de vous améliorer. Il faut éventuellement, si tu as la possibilité de raconter une histoire, de dire quelque chose qui permet au auditeur de voir que tu as des faiblesses, mais que tu travailles sur ces faiblesses-là pour devenir une meilleure personne. Et comme je viens de le dire, les faiblesses ne sont jamais statiques. Tu peux avoir une faiblesse aujourd'hui, dans quelques mois, cela change. Et avant d'entrer dans le vif du sujet avec des exemples pratiques, je voudrais te dire ceci. Nous avons un club qui s'appelle le Club Interview Elite, dans lequel nous travaillons avec des professionnels pour leur montrer comment réussir les interviews de haut niveau. C'est un club élite, donc il faut être dedans pour voir. Et quand tu es dedans, c'est un club privé. Et dedans, tu peux pratiquer toutes tes interviews en confiance et en sécurité. Et là, surtout, les gens dans le club vont te faire des feedbacks. On a des techniques pour te faire des feedbacks, pour t'aider surtout à t'améliorer. Et le but ultime de ce club-là, c'est que ça te permet de vraiment pratiquer toutes les interviews possibles. Et là, quand tu vas devant le vrai jury, tu ne fais que réussir. En tout cas, beaucoup de gens qui sont dedans réussissent et ont des témoignages très positifs. Cela dit, comment répondre vraiment à cette question? Quelles sont vos faiblesses? Avant de répondre à ceci, il faut se rendre compte que lorsque tu arrives à montrer que tu connais tes faiblesses, tu démontres également que tu as une bonne connaissance de toi, que tu as une personne sensible, tu as ce que les Anglais appellent self-awareness, tu as vraiment une bonne connaissance de toi. Et cela est souvent très apprécié, surtout lorsqu'on est en train de parler d'interviews de haut niveau ou d'expatriation compétente. Cela dit, nous allons regarder quelques exemples précis de faiblesses et comment il faut éventuellement répondre. Donc là où tu es maintenant, tu peux peut-être prendre un stylo ou quelque chose pour noter ou carrément enregistrer la vidéo quelque part et le jour où tu as une interview, tu peux revenir et regarder cette vidéo-là parce qu'elle peut te sauver. Cela dit, entrons directement dans le vif du sujet pour voir ces exemples précis. Une première faiblesse peut être ceci. Je suis enclin à l'autocritique constante. Et pour répondre à cela, tu peux dire plutôt que chaque fois que je termine un projet, je ne peux pas me calmer car je pense que j'aurais pu mieux faire même si mon travail avait reçu une réponse positive. Cela se traduit souvent par un surmenage et un sentiment d'épuisement. Et ce n'est que récemment que j'ai décidé de découvrir les causes de ce symptôme et j'ai réalisé que je devrais avoir plus confiance en moi. J'ai analysé les retours de mon travail et mes réalisations au cours des dernières années et j'ai réalisé que je suis l'un des employés les plus productifs. Cela m'a juste donné de la confiance de pouvoir regarder cela. Voilà une manière de répondre à la question de dire je suis enclin à l'autocritique. Voyons une deuxième situation. Je suis trop renfermé. Ceci m'empêche de partager mes idées en équipe ou de prendre la parole lors des réunions en groupe. J'ai toujours l'impression d'avoir une bonne proposition, mais ce n'est pas toujours pratique pour moi d'en parler. Après que mon équipe n'a pas répondu aux attentes de 2 projets d'affilée,
j'ai décidé de lutter contre mon isolement. J'ai commencé à regarder des tutoriels sur YouTube et plusieurs livres. Je me suis fait coacher et présentement, je suis à une étape d'apprentissage. Donc voilà par exemple comment répondre à une partie de cette question qui dit « Je suis trop renfermé sur moi-même ». Voyons un troisième exemple. J'aime souvent faire le travail moi-même sans aide extérieure. Dans le passé, cela m'a causé une pression et beaucoup de stress inutile. Un exemple spécifique était que l'année dernière, j'étais en charge de la planification d'un événement annuel dans notre entreprise. J'ai essayé de tout faire moi-même. Et mes décisions, j'ai pris tout le temps de le faire moi-même. Et à peine j'ai terminé à la date limite. Cela m'a permis d'apprendre et à prendre du recul et bien analyser la situation quand j'ai besoin de l'aide. Après cet événement, j'apprends à demander de l'aide aux personnes de plus en plus et sur certains détails des projets. Cela m'aide à rester calme et ne pas perdre du temps pour chercher une solution. J'ai également découvert qu'une équipe de personnes peut mieux faire plus que si je devais le faire seul. Voilà une troisième situation dans laquelle on répond à cette question de quelles sont tes faiblesses. Voyons une dernière situation. J'essaie toujours d'éviter les conflits dans ma vie personnelle et professionnelle. Cela m'a parfois obligé à faire des compromis en sacrifiant la qualité de mon travail afin de garder la paix dans l'équipe. C'est devenu un vrai problème quand je suis devenu chef de département. L'un des aspects les plus importants de la gestion de gens est de leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre, pas ce qu'ils veulent entendre. J'ai reconnu cette faiblesse et j'ai travaillé activement pour m'exprimer mon opinion de manière constructive pour que le travail efficace du département avance. Voici un exemple et je ne vais pas m'arrêter là. Je te donne un dernier exemple pour que tu vois un peu, voilà les différentes situations auxquelles tu peux répondre. Lorsque je travaille sur un projet, je suis déterminé et je travaille dur pour le mener à bien. Ça peut être une faiblesse. Et comment répondre donc à cette faiblesse-là au cours d'une interview? Cependant, lorsque de nouveaux projets sont assignés à mon département, je commence par m'y émerger complètement et j'arrête de travailler sur ce que je faisais. Le fait de devoir sauter entre les tâches tant à la fois au cours de la journée interfère sur ma productivité et la réussite du travail. Il y a quelques mois, j'ai commencé à utiliser un programme de gestion de projet pour m'aider à gérer mes tâches et mon temps. Cela m'a aidé à mieux comprendre mes priorités. Depuis, j'ai amélioré ma productivité. Voilà 5 exemples qui peuvent te montrer comment bien répondre à la question quelles sont tes faiblesses. Cela dit, tu as tes faiblesses différentes et nous sommes des personnes différentes. Tes faiblesses peuvent être différentes de ce que nous avons dit. Si tu as envie de vraiment pratiquer, de te retrouver dans une situation dans laquelle tu t'exerces, tu pratiques constamment, regarde dans le commentaire, j'ai mis le lien pour rejoindre le Club Interview Elite. Et dans ce club-là, comme je l'ai dit, tu auras la possibilité de pratiquer tes interviews de haut niveau, de vraiment t'exercer sur les questions les plus difficiles. Et nous avons également un cours qui s'appelle « Réussir mon interview internationale » dans lequel je te montre tous les secrets pour réussir ton interview. Et dans ce cours-là, il y a même les 42 questions les plus difficiles avec leurs réponses écrites. C'est vraiment un jackpot. Cela dit, voilà quelques manières de répondre à la question « Quelles sont mes faiblesses ?» Ici, il est important de dire ceci avant de mettre un thème à la vidéo. Il est important de pratiquer. Une interview, il faut vraiment pratiquer. Et ce n'est pas parce que tu as réussi à une interview il y a 2 ans que si tu dois te présenter à une interview cette année, tu vas pouvoir réussir. Il faut vraiment pratiquer. Si tu as trouvé de la valeur, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@mespatient.com. De ce, portez-vous bien. Bye. Lorsque tu finis un processus de recrutement, il est totalement normal que tu t'inquiètes, que tu penses même à cela. Et parfois, je dis que tu tombes parfois même amoureux du poste. Tu aimes tellement le poste que tu dis, ça c'est mon poste. Et cela est compréhensible. Cela dit, lorsque tu échoues, tu peux ne pas savoir ce qui n'a pas marché. Et dans la plupart du temps, les recruteurs ne te disent jamais pourquoi tu n'as pas été retenu. Si tu trouves de la valeur à la fin de cette vidéo, rappelle-toi de liker et de t'abonner. Cela dit, le premier signe qui montre ou qui explique pourquoi tu as échoué à ta candidature, c'est que tu n'as pas respecté le temps de parole. Au cours d'une interview, la bonne pratique, c'est de parler peu, mais de donner beaucoup d'informations et aussi de susciter de bonnes questions de la part du recruteur. Il est important pour toi de ne pas être ennuyeux, de ne pas être rébarbatif. Mais tout cela, il est aussi important de ne pas parler beaucoup.
Et donc, dans une interview, tu as besoin de donner suffisamment d'informations, de ne pas être traité de bavarde, d'une personne bavarde. Et il est aussi important de concilier le temps d'écoute et le temps de parole. C'est un juste milieu à en réalité trouver. Donc, lorsque tu échoues à une candidature, c'est potentiellement parce que tu n'as pas respecté le temps de parole. Dans le temps de parole, tu dois répondre aux questions qui parlent de tes forces, de tes faiblesses, qui parlent de ta motivation, qui parlent de tes expériences. Et tout ceci, il faut savoir y répondre. Donc, il y a un timing qu'il faut respecter forcément. Et lorsque tu exploses ce timing-là, les membres du jury vont être inconfortables et cela peut expliquer pourquoi ta candidature n'a pas été recrutée. Deuxième signe pour lequel ta candidature n'a pas été recrutée, c'est que tu n'as pas été assez convaincant. Lorsqu'on vient à l'interview, cela va sans dire que tu es là pour prester, pour séduire le recruteur. Il est important ici de rester convaincant, de pouvoir donner des arguments qui justifient que tu es la personne qui va pouvoir résoudre le problème de l'entreprise. Il ne s'agit pas de juste donner ces exemples ou ces expériences. Il s'agit de montrer et de faire le lien avec les problèmes de l'entreprise. J'aime dire ceci, une entreprise ne recrute pas pour faire plaisir à tes beaux yeux ou faire plaisir au gouvernement. Une entreprise recrute pour répondre à un besoin spécifique. Et lorsqu'on lance donc un recrutement et qu'on a en face des candidats, plusieurs candidats en phase d'interview, on cherche le candidat qui va être à même de mieux répondre. Donc, lorsque tu n'as pas été convaincant, lorsque tu n'as pas suffisamment donné des arguments qui permettent au recruteur de dire ce candidat ou cette candidate est la meilleure personne pour régler notre problème. Je mets l'accent ici, régler le problème. Et parlant d'être convaincant, c'est non seulement ce que tu dis, mais également le ton avec lequel tu le dis, la gestuelle, les yeux, la manière dont tu regardes les membres du panel, tout ceci va être important. Et lorsque c'est un appel, c'est pas visioconférence que l'interview se passe, tout ce qui va se passer également dans l'entourage de cette préparation, dans cette interview-là, va être très important. La troisième raison pour laquelle tu as échoué peut-être à une candidature, c'est que tu n'as pas montré ton vrai visage. Au cours d'une interview, on sait qu'on se prépare sur le plan vestimentaire, on s'habille bien, on a le bon parfum et on va pour impressionner positivement. Mais il est important de montrer ton vrai visage, de pouvoir vraiment communiquer de manière tempo, de manière relaxe, pour que le recruteur puisse vraiment apprécier ta personnalité. Et ceci, je ne dis pas ça parce que c'est un test, c'est vraiment parce qu'on a besoin à un moment donné de s'assurer que le candidat en face va correspondre à la culture de l'entreprise. Et parlant de culture, donc, il y aura la manière dont on fait, les comportements, et tout ceci est très important. Lorsque tu manques de montrer ton vrai visage, cela peut être une source de disqualification ou simplement le recruteur peut dire on ne l'a pas senti. Ça, c'est le mot qu'on emploie souvent. We didn't feel the candidate or the candidate cannot match our culture. Et on n'a pas senti. Et ça, c'est peut-être subtil, mais c'est extrêmement important. Il faut que tu puisses montrer ton vrai visage. Le quatrième signe pour lequel tu n'as pas été recruté, c'est peut-être parce que tu n'étais pas bien vendu. Il est important de distinguer être convaincant et être bien vendu. Être convaincant, on a parlé déjà de tout ce qui est dans les arguments, on a parlé de la gestuelle et tout cela. Ici, lorsque je parle de tu n'étais pas bien vendu, rappelle-toi, tu es en compétition. Lorsque tu vas à une interview, tu es en compétition avec d'autres candidats. Et ces candidats-là vont vouloir se vendre. Donc le game, c'est qui arrive à mieux se vendre. Et se vendre ici, il est important de pouvoir mettre en valeur ses points forts, son unicité. Qu'est-ce qui fait de toi vraiment le candidat unique, spécial par rapport à ce poste-là? Il est important également de pouvoir présenter de manière honnête ses faiblesses, tout en montrant comment est-ce que on travaille sur ces faiblesses-là pour pouvoir être une meilleure personne ou un meilleur professionnel. Il est important de bien se vendre, mais il est important de ne pas mentir. Il ne faut pas faire de la surenchère. Parce que lorsque tu vas être recruté, tu viendras dans l'entreprise et à ce moment-là, les gens vont te découvrir. Donc mentir, faire de la surenchère va être très préjudiciable à l'avenir. Et parlant de bien se vendre, nous avons un club qui s'appelle le Club Interview Elite, dans lequel on prépare les interviews de haut niveau. Si tu es intéressé par cela, et c'est le meilleur investissement que tu puisses faire pour toi-même, pour réussir tes interviews, surtout à l'international, regarde en commentaire, j'ai mis le lien pour rejoindre le Club Interview Elite, dans lequel on prépare toutes les interviews de haut niveau, les présentations, et ceci c'est l'espace vraiment unique et sécurisé dans lequel tu peux vraiment pratiquer, tu peux faire toutes tes erreurs dans le club, parce que là-bas c'est l'endroit où tu te prépares vraiment. C'est comme un ring où tu t'exerces en préparation à la vraie compétition. Donc regarde en commentaire si le Club Interview Elite va pouvoir t'aider à être une meilleure personne aux interviews.
La cinquième raison pour laquelle ta candidature a échoué, c'est que tu ne t'es pas montré suffisamment passionné ou intéressé par l'entreprise. Lorsqu'on va à une interview, c'est vraiment un jeu de séduction. Et ici, il est important que tu puisses montrer au recruteur que tu es vraiment passionné. Je ne sais pas comment te passer la passion là, mais il faut vraiment que tu montres que que tu veux le poste, que le poste là vraiment c'est le meilleur, la meilleure chose qui puisse t'arriver. Il faut montrer que tu as de la joie, de l'excitation, vraiment montrer que ça c'est le poste qui va changer ta vie. Même si ce n'est pas le cas, il faut que tu puisses montrer que tu es passionné. Je ris parce que, oui, parfois ce n'est pas le cas. Parfois on veut un poste juste parce que c'est pour des raisons pécuniaires, on veut juste gagner plus d'argent. Mais il faut vraiment arriver à montrer que tu es passionné par un poste. Donc, passionné par un poste, que tu es très intéressé, cela va se remarquer par les recherches que tu aurais faites sur une entreprise, par la qualité des réponses que tu vas donner, par les investigations ou vraiment la recherche que tu vas faire sur le secteur d'activité de l'entreprise. Et tout ceci va être très important, va être utile pour pouvoir converger et passer le message au recruteur que tu es vraiment intéressé, que tu veux vraiment travailler avec eux et pour eux. La sixième raison pour laquelle ta candidature n'a pas été recrutée, cela va sans dire, c'est que tu es venu en retard. Il ne faut jamais aller en retard à une interview. Il faut arriver ponctuel. Maintenant, il ne faut pas arriver 30 minutes avant tout le monde. Et lorsque l'interview se passe sur Zoom, etc., il faut arriver à te connecter 10-15 minutes à l'avance. Et cela permet au recruteur de s'apprécier que tu es venu à l'heure. Et lorsque c'est sur ces plateformes-là, lorsque tu te connectes quelques minutes avant, l'autre reçoit la notification que tu as essayé de te connecter. Et cela donne un bon signe que le candidat ou la candidate était ponctuelle. Donc, vraiment, à absolument éviter, je ne sais pas si on doit le redire, mais il faut absolument éviter d'aller en retard à une interview. C'est un signe qui peut expliquer pourquoi ta candidature n'a pas été recrutée. La dernière raison pour laquelle ta candidature n'a pas été retenue, c'est que tu as fait excès de négativisme ou de pessimisme. Je sais qu'on a tous des problèmes. On a peut-être quitté un employeur avec des colères, ou on a des problèmes contre son manager, etc. Mais lorsque tu vas à une interview, il faut se garder d'être pessimiste. Il faut se garder d'être la personne qui ne voit que du mal partout et dans tout ce que les gens disent. Et donc, lorsque tu es en phase d'interview, il faut montrer que tu es une personne positive. Et ceci est important. Ça s'apprend, n'est-ce pas, être une personne positive. Certains naissent avec cela, mais essentiellement, ça peut s'apprendre de commencer à voir le monde vraiment beau, les choses vraiment belles. Et donc, lorsque tu es en prestation d'interview, il est important de ne pas être une personne négative. Et lorsque je parle d'être négatif, c'est aussi éviter de critiquer de manière acerbe ses précédents employeurs ou son précédent collègue ou ses précédents collaborateurs. Lorsque tu le fais, cela est mal vu, cela sera mal perçu et cela peut expliquer pourquoi ta candidature n'a pas été retenue. Donc voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi qui expliquent pourquoi ta candidature n'a pas été retenue. Dis-moi s'il te plaît pourquoi ta candidature, à ton avis, n'a pas été retenue. Et on discute en commentaire. Et rappelle-toi, si tu as trouvé de la valeur à cette vidéo, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager. Car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, écrivez en commentaire privé ou sur vip@l'impatient.com. Portez-vous bien. Bye bye. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. Ici, je partage avec toi des conseils pratiques pour te permettre de réussir ta carrière professionnelle. Et si tu veux découvrir cette chaîne, je voudrais te dire ceci. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de t'abonner et de liker. Cela dit, quels sont les signes qui montrent que tu gagnes un bon salaire? Lorsqu'on travaille, le salaire a une place importante. Je dirais même plus qu'importante. On travaille pour gagner sa vie, pour mieux se sentir. Et donc, le salaire est extrêmement important. La question maintenant, c'est est-ce que ton salaire fait du surplace ou est-ce que tu es bien payé? Voyons cela à travers quelques signes. La raison pour laquelle il est important de savoir si l'on est bien payé, c'est parce que le salaire est vital pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons accomplir. Le premier signe qui montre que vous êtes bien payé, que tu es bien payé, c'est la manière de te vêtir. Lorsqu'on a un bon salaire, on s'habille mieux, on s'habille proprement et on achète également des vêtements un peu chers, sinon très chers. Lorsqu'on est bien payé, on va se permettre d'aller dans des supermarchés, dans des endroits où on achète de nouveaux vêtements. On va se permettre également de s'offrir des chaussures de luxe, des montres de luxe, si possible des habits vraiment propres et responsables. Le plus important ici, lorsqu'on est bien payé, ce n'est pas forcément la cherté
de ce que l'on porte, mais plutôt le fait que ceci vous va bien, vous êtes à l'aise et cela vous rend responsable. Je voudrais mettre l'accent sur le mot responsable parce qu'à chaque métier correspond une manière de s'habiller. Lorsque je suis dans le métier de la banque, il y a la manière dont on s'habille. Lorsque je suis un chercheur par exemple, ou lorsque je suis simplement un comptable, il y a la manière de s'habiller. Et mon habillement doit donc être proportionnel à ce métier-là. Et lorsque je suis bien payé, cela va se sentir tout de suite. Dès lors, lorsqu'on est bien payé, on va bien s'habiller, on va mieux s'habiller et on va généralement éviter les friperies, on va éviter tout ce qui est grande solde, etc. Cela dit, il y a des exceptions, évidemment. Il y a des gens qui sont très bien payés, mais qui s'habillent très modeste, leur revenu n'est pas proportionnel. Et par exemple, dans les pays scandinaves et les pays du nord de l'Europe, les personnes qui sont mieux payées essayent de s'habiller de manière très discrète. En réalité, il est même dit que là-bas, il ne faut pas s'habiller pour qu'on puisse voir que vous avez de la fortune. Cela dit, lorsque tu es bien payé, ton habillement en prend un bon coup. Un bon coup même, un très bon coup. Le deuxième signe pour savoir si tu es bien payé, c'est ta comparaison par rapport à d'autres personnes qui occupent le même poste que toi. Lorsque tu es bien payé, et que lorsque tu compares ton salaire à d'autres personnes qui occupent relativement le même poste que toi, tu auras les mêmes salaires, disons en général. Donc ici, le plus important, c'est de savoir combien reçoivent les autres personnes qui exercent le même type de métier que toi. Peut-être dans une entreprise concurrente ou dans un autre secteur. Mais ici, il faut vraiment faire de la comparaison pour voir si tu es bien payé, c'est potentiellement que tu reçois plus de salaire que ces personnes qui exercent le même métier que toi. Si tu n'es pas bien payé, évidemment, le salaire sera plus bas et cela est un signe que tu es bien payé ou que tu n'es pas bien payé. Le troisième signe pour savoir si tu es bien payé, c'est que tu te situes en dessous ou hors de la grille salariale. À toute profession correspond une grille salariale. Généralement, lorsque tu entres dans un corps de métier, il y a la grille salariale selon le niveau, selon les années d'expérience, selon parfois même les organisations. Cela dit, lorsque tu es bien payé, c'est que tu seras relativement hors de la grille ou carrément dans la borne supérieure. Donc ici, il est important de savoir quelle est la grille salariale, la borne salariale qui s'applique à ton métier, à ton domaine. Et cela va te permettre de savoir si tu es relativement bien payé ou si tu n'es pas bien payé. Il y a quelques sites qui peuvent t'aider à faire cet exercice-là. Le justesalaire.com ou le coin du salarié. Et ces sites web-là vont te permettre de pouvoir glaner de l'information pour savoir si tu es bien payé. Cela dit, le réseautage est très important. Lorsque tu veux savoir si tu es dans la bonne grille ou pas, il faut te faire ami aux personnes qui peuvent te donner cette information-là. Les amis peuvent être dans ton entreprise ou carrément des personnes qui sont hors de l'entreprise. Et si tu es intéressé par plus d'informations, à l'Impatient, nous avons une communauté dans laquelle tu peux glaner de l'information, tu peux avoir de l'information sur quelles sont les grilles salariales pour savoir est-ce que tu es bien payé ou est-ce que tu es simplement mal payé. Et parlant de réseau, dans nos programmes, nous avons un réseau dans lequel il y a plusieurs professionnels de plusieurs pays. Et donc, il peut être très utile, sinon il est très utile pour toi de pouvoir avoir cette information-là. Surtout lorsque tu vas décider d'aller dans un autre pays, de négocier un nouveau salaire, il peut être extrêmement vital pour toi de savoir combien les gens payent pour ce poste-là dans ce pays par rapport à la ville, par rapport à la localisation, selon là où tu habites et selon comment tu négocies. Donc, avoir cette information-là est très importante pour t'aider à mieux éventuellement négocier un salaire ou simplement te rassurer si tu es bien payé ou pas. Le quatrième signe qui montre que tu es bien payé, c'est la maison dans laquelle tu habites. La maison est très importante et là où nous dormons est capital. C'est là où tu te reposes, c'est là où tu manges, si tu as de la famille, c'est là où tes biens sont, c'est là où tes enfants restent, ta femme, etc. Ou ton conjoint, ton époux. Et c'est également là que tu stores, tu gardes tes équipements, laptop et tout ce qui va avec, tout ce qui te permet d'être une personne épanouie, ton véhicule, etc. Et donc la qualité de la maison dans laquelle tu vis va être signe qui dit si tu es bien payé ou pas. Dans quel type de maison tu vis? Si tu vis dans une maison un peu trop exiguë, petite, ça veut dire que tu ne t'es pas offert ou tu ne te donnes pas les moyens de vivre convenablement. Si tu vis également dans un milieu très bruyant, c'est-à-dire vraiment la Chine populaire, cela peut être un mauvais signe également pour dire que tu n'es pas bien payé. La maison, ce n'est pas seulement la parade, n'est-ce pas? La couleur, la beauté, tout ça. C'est surtout le confort que tu peux avoir. Et donc, il faut déterminer, lorsque je parle de maison, non seulement les murs et tout ce qui va avec, mais le confort. Est-ce qu'il y a de l'arbre? Est-ce qu'il y a de la lumière suffisamment? Est-ce que la maison est humide ou plutôt, et quand il pleut, est-ce que l'eau t'envahit, etc. Et tout ceci va être important pour déterminer la qualité de vie que tu auras. Et donc, si tu es bien payé, tu
tu auras une bonne maison, tu vas dormir dans un endroit relativement bien. Donc, ceci est un signe important pour savoir si tu es bien payé. Le 5e signe pour savoir si tu es bien payé, c'est comment tu te déplaces. Beaucoup de gens dans les pays développés et parfois même dans les pays de grande capitale, de grande affluence, préfèrent se déplacer en bus ou en taxi. Et rappelle-toi, lorsque quelqu'un se déplace en bus ou en taxi, quelquefois ça peut être des choix, mais en général, c'est parce que la personne n'a pas les moyens de s'offrir une belle voiture ou un moyen de transport plus convenable. Donc si tu es bien payé, tu vas potentiellement t'offrir une belle voiture et si tu es encore très bien payé, tu vas t'offrir un chauffeur pour te conduire. Parce qu'avoir un chauffeur te permet de gagner du temps. Imagine si tu as un chauffeur, le temps du trajet pour aller au bureau, tu peux te concentrer pour faire autre chose, pour travailler, etc. Donc lorsque tu es bien payé, tu vas t'offrir premièrement un bon moyen de transport, une voiture, et également tu vas t'offrir potentiellement un bon chauffeur pour te conduire, pour te permettre d'être en paix, de pouvoir travailler même en chemin et pourquoi pas de passer plus de temps à discuter avec tes amis, tes partenaires lorsque tu es en train de rentrer chez toi ou lorsque simplement tu es en train d'aller vers le lieu de travail. Donc, deux conditions ici. Si tu es bien payé, tu auras un bon moyen de transport et une bonne voiture. Et éventuellement, tu vas t'offrir les services d'un chauffeur ou d'une personne qui va te conduire. Le 6e signe qui montre que tu es bien payé, c'est que tu ne te soucies pas des dépenses. Il y a des personnes qui, à la fin de chaque mois, sont extrêmement inquiètes parce qu'elles doivent faire des comptes et des comptes et des comptes. C'est-à-dire, vraiment, elles deviennent de vrais comptables en fin de mois. C'est comme si en fin du mois, c'est devenu, ils changent de métier, ils deviennent des comptables assermentés. Et quand ça arrive et que tu dois faire des comptes, beaucoup de comptes en détail, c'est que potentiellement tu n'es pas bien payé. Et tu n'es pas bien payé, ça peut ne pas seulement signifier que ton métier ne paye pas bien, mais peut-être aussi parce que tu as trop de charges par rapport au salaire que tu reçois. Mais lorsque tu passes du temps à faire beaucoup de comptabilité, c'est le signe que tu n'es pas bien payé. Et quand je parle de passer du temps à faire beaucoup de calculs, c'est est-ce que tu es inquiet par rapport à certaines dépenses? Est-ce que tu as un seuil au bout duquel, quand tu touches ce seuil-là, vraiment, ça commence à être anxieuse ou anxieux? Si tu arrives à ce niveau-là très vite, c'est que vraiment, tu n'es pas bien payé. C'est le moment de vraiment penser à ta rémunération, de penser à est-ce que tu es dans les meilleures entreprises, dans la meilleure combinaison de places? Est-ce que tu as les bonnes informations sur comment bien négocier ton salaire, tant en interne qu'en externe? Le dernier signe qui montre que tu es bien payé, c'est que tu réalises de grands projets. Les projets fonctionnent à cause de l'argent. Tu arrives à réaliser de grands projets, peut-être construction de maisons, achat de parcelles, investissement en bourse, etc. Si tu arrives à faire tout cela, c'est que tu as un bon revenu. Si tu n'as pas un bon salaire, tu ne pourras pas réaliser de grands projets. Les grands projets demandent de grands moyens. Et donc, un signe qui ne ment pas si tu as un bon salaire, c'est que tu arrives à réaliser de grands projets. Voilà quelques signes pour te dire si tu as le bon salaire. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que tu as le bon salaire? Et si tu as aimé cette vidéo, rappelle-toi de t'abonner, de liker et de partager, car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents de cet espace libre. Pour travailler avec moi, m'écrire en commentaire privé ou sur vip@lespatient.com. Je suis ce, portez-vous bien. Bye bye.